Bonjour. Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est ma première ici pour le baromètre, pour les restitutions des résultats du baromètre, cette fois-ci donc de 2026, le baromètre Les Assises via Voice, sur l'utilité du journalisme. C'est la 10e édition. Et donc c'est un baromètre pour se rendre compte et apporter la preuve aussi de l'utilité du journalisme et des journalistes en ces temps de guerre et de crise démocratique. Vous allez le voir dans les questions qui ont été posées. Le but aussi est de comprendre les besoins de l'opinion publique, le besoin des Français, et comment chacun des 4 médias qui sont représentés ici y répondent au quotidien à travers le travail journalistique. Et donc sur scène, je suis ravie d'accueillir à mes côtés Laetitia Greffier, rédactrice en chef à Ouest France, Pascal Doucet-Bon, directeur délégué de l'information de France Télévisions, juste à côté, Amaury Guibert, directeur de France 24, est là aussi. Bonjour à vous. Et Éric Kervellec, secrétaire général à l'information chez Radio France. Merci d'être présents tous les 4 et d'être partenaires de ce baromètre via Voice, les assises du journalisme. Merci à vous aussi d'être présents. On a prévu à la fin de cette rencontre un échange parce que c'est important de répondre aussi à vos questions en présentiel. Mais d'abord, je vais donner la parole à Adrien Broche, qui a chapeauté cette étude, directeur d'études donc chez Via Voice. Bonjour à tous, merci Salia, merci à tous d'être ici. Je suis ravi de vous présenter les résultats de cette 10e édition déjà du baromètre sur l'utilité du journalisme. Merci encore une fois à nos partenaires, merci aux Assises et merci à Jérôme Bouvier pour la confiance renouvelée sur ce baromètre depuis maintenant plusieurs années. Alors, ce que vous allez voir, c'est une sélection évidemment de quelques... alors, c'est pas encore notre document, de quelques données de ce baromètre dont la version complète sera disponible sur le site notamment de Via Voice. Alors, j'attends simplement que vous puissiez avoir quelques éléments. C'est pas encore tes documents ? Ah, ça arrive. C'est du direct. Est-ce que en régie, il peut y avoir un... Super, alors attendez, on est allé un petit peu vite. Je vais essayer d'être concis, mais là c'est un peu rapide. J'y arrive. Voilà, avec cette première information, cette question barométrique qu'on pose chaque année maintenant depuis la première édition de ce baromètre. En général, diriez-vous que le journalisme est un métier utile ou inutile ? Vous avez 89% cette année des Français qui considèrent que le journalisme est un métier utile. Vous le voyez en bas, on vous a mis l'évolution sur chacune des années passées. C'est un score élevé, 89%. C'est le score le plus élevé qu'on ait pu mesurer depuis mai 2022. 2022, on s'en souvient, c'était une année de campagne présidentielle, une année également d'entrée en guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est toujours évidemment des contextes informationnels particulièrement puissants. Cette année, 89%, c'est quand même dans le contexte, et vous allez le voir tout au long des informations de ce baromètre, c'est un score important, maintenant pas forcément pour des raisons qui sont toujours rassurantes, puisque vous allez le voir, il y a un certain niveau aussi d'inquiétude et de confusion dans l'opinion. 77% ici des Français, vous le voyez en bleu, nous disent qu'ils font d'abord confiance à l'information qu'ils trouvent par eux-mêmes dans les médias professionnels, quel que soit le support. 77%, vous le voyez, c'est 3 points de plus que l'année dernière en 2025, c'est 5 points de plus qu'en 2024, donc c'est un score là aussi qui est extrêmement parlant pour nous. Vous avez plus de 3 Français sur 4 aujourd'hui, et c'est particulièrement le cas cette année, qui disent d'abord et qui renouvellent leur confiance, donc non seulement dans l'utilité du journalisme, mais aussi leur confiance dans l'information qu'ils trouvent d'abord par eux-mêmes, c'est-à-dire une information qui ne soit pas relayée, ou en tout cas qui soit allés eux-mêmes la chercher, et la confiance dans les médias professionnels davantage que sur les réseaux sociaux. Quelques éléments aussi importants ici qui viennent expliciter ces différents points. Vous avez 90% des Français qui estiment qu'il y a de plus en plus de rumeurs ou de fausses informations sur Internet
et sur les réseaux sociaux. C'est un score important. 84% estiment, et ça justifie aussi l'attachement très fort des Français envers l'institution du journalisme. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problématique de défiance envers les journalistes eux-mêmes, comme envers les politiques, etc. En revanche, l'institution du journalisme, elle est toujours extrêmement plébiscitée, puisque précisément, on ne peut pas imaginer une société sans médias. C'est ce que pensent 84% des Français. La même proportion estime que le journalisme est indispensable dans une société démocratique. 2 points d'alerte, néanmoins, sont les 2 derniers de ce listing. Vous avez 77% des Français. C'est une augmentation latente depuis mars 2023. On est passé de 72, 73, 75 et aujourd'hui 77% de l'opinion qui estime qu'il est de plus en plus difficile de distinguer le site d'un média sérieux qui relaie de vraies informations des sites qui relaient toutes sortes d'informations non vérifiées. Donc ça, c'est extrêmement important, je crois, de rappeler que c'est dans ce climat-là qu'il faut replacer le rapport de l'opinion à l'information et l'ensemble des données qu'on vous présente ici. Et puis, point d'alerte aussi sur lequel on s'attarde un petit peu chaque année. Une information de qualité se paye, elle n'est pas gratuite. Vous n'avez que 35% néanmoins des Français. C'est un score qui est assez stable selon les années, qui s'estiment d'accord avec cette affirmation-là. Alors, s'agissant des attentes prioritaires vis-à-vis des journalistes et des médias, le trio tête, le podium ne change pas. On a d'abord une attente de vérification des informations fausses, des rumeurs, de désinformation. C'est toujours extrêmement important pour les Français. 68%, c'est le premier rôle qu'ils attribuent aux journalistes. Ensuite, qu'ils apportent des informations pratiques, utiles au quotidien. On avait déjà évoqué ce point-là les années précédentes, mais il y a véritablement cette attente d'utilité. Le baromètre, de ce point de vue-là, sur l'utilité du journalisme n'a jamais aussi bien porté son nom. Le journalisme d'investigation qui arrive ensuite, le fait qu'il révèle des faits ou des pratiques illégales ou choquantes, c'est toujours une attente forte de l'opinion, mais vous le voyez, je vous les ai indiqués en rouge, il y a quelques frémissements dans les réagencements de ces attentes qui pointent cette année. Précisément parce que le journalisme d'investigation, la question de la révélation de faits et de pratiques choquantes reste très élevée, mais il perd un petit peu en importance, moins 3 par rapport à l'année dernière, précisément au profit d'une autre fonction du journaliste, c'est là aussi celle de l'utilité, qu'il vous aide à vous faire un avis, une opinion. Dans ce chaos informationnel, on a aussi besoin justement que les journalistes, le journalisme en tant qu'une institution de l'information extrêmement importante, identitairement affiliée à l'idée démocratique, qu'ils puissent nous aider à nous faire un avis, une opinion. C'est ce que nous disent les Français. Et vous le voyez aussi, c'est le petit +4 entouré en rouge en bas de la slide. La fonction d'aide, d'assistance à la formation de choix, qu'ils soient culturels, politiques, économiques, elle prend aussi du poids cette année. +4 points dans notre étude. Alors évidemment, ce niveau de confiance que je vous ai décrit selon les thématiques, il varie considérablement. Vous le voyez, ça aussi, c'est un classement qu'on retrouve globalement chaque année. Le sport, la culture sont des domaines dans lesquels on a plus facilement confiance dans le travail des journalismes. À l'inverse, l'économie, vous le voyez en bas du tableau, la vie politique restent des domaines qui sont un petit peu plus minés par la défiance. Néanmoins, et je crois que c'est là aussi un élément extrêmement important cette année, vous le voyez. Alors, je vous ai mis sur les 4 courbes, sur les 4 thématiques les plus parlantes, en gros les 2 premières et les 2 dernières. Néanmoins, sur chacun de ces éléments-là, le niveau de confiance progresse. Sur le sport, il progresse de 3 points. Sur la culture, il progresse de 5 points. Et sur l'économie et la vie politique, l'économie, on en parle énormément depuis notamment le retour de Trump à la présidence des États-Unis. C'est extrêmement important, je pense, pour les Français de comprendre en gros de quoi il s'agit quand on parle d'augmentation des droits de douane, de blocage d'un détroit, etc. Et là, il y a une confiance qui est en nette hausse, +7 points par rapport à l'année dernière, sur le travail des journalistes s'agissant d'expliquer l'économie, la vie politique aussi. On va entrer, et on est déjà entré en réalité, dans une séquence d'élections présidentielles. 46% de confiance, c'est 6 points de plus que l'année dernière. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont là aussi encourageants. Vous le voyez, cette question qu'on a introduite l'année dernière sur le fact-checking, puisqu'en réalité, les choses, évidemment, ne sont pas aussi simples que ça.
Et dans l'opinion, la capacité du fact-checking à être une garantie essentielle pour lutter contre la désinformation, ça ne pèse que, entre guillemets, 37% de l'opinion. Vous avez un gros tiers des Français qui se rangent derrière cette position-là s'agissant du fact-checking. 34%, un autre tiers qui estime que c'est un outil utile, mais qui peut parfois limiter la liberté d'expression. Et 11% pour qui c'est carrément une menace pour la liberté d'expression et la pluralité des opinions. Néanmoins, là aussi, quelques éléments encourageants, précisément parce qu'il y a un besoin de journalisme, un besoin de fact-checking. C'est ce qu'on a vu aussi précédemment sur les attentes. Vous avez une augmentation de 4 points cette année dans la croyance et la confiance, j'allais dire, totale dans le fact-checking pour lutter contre la désinformation, et un recul des opinions un petit peu plus critiques. Alors, à la fois un peu plus critiques s'agissant de l'item du milieu que vous voyez en bleu clair, et des opinions extrêmement critiques et hostiles au fact-checking. Voilà pour ces quelques éléments en préambule. Merci beaucoup Adrien pour cette première partie des résultats du baromètre 2026. On va commencer par le symbole fort. 9 Français sur 10 estiment que le journalisme est un métier utile. On est même à 42% de très utile. C'est le plus haut niveau depuis 2022. Depuis la dernière présidentielle, donc, est-ce que c'est rassurant pour vous dans le contexte actuel ? C'est moi qui démarre. Oui, c'est très rassurant, évidemment. Ça n'est pas forcément conforme à nos vies quotidiennes dans les rédactions. C'est-à-dire que moi, je suis ravie de voir que l'utilité, elle est comment dirais-je, vraiment confirmée, que la confiance dans nos métiers, elle est redite. Mais en vrai, au quotidien, l'exercice du métier, il est de plus en plus complexe. Et la polarisation de la société que nous vivons tous, on la vit évidemment en tant que journaliste de manière très forte. Donc oui, c'est assez rassurant, mais je pense qu'on développera après qu'il y a derrière quelques conditions qui sont plus compliquées un peu que ça, plus compliquées. effectivement. Voilà. Éric Kervélec, justement, les journalistes de Radio France le voient aussi au quotidien sur le terrain. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça. C'est surtout, moi, ce qui me frappe, c'est le paradoxe entre ça, là, des signes encourageants, comme on a dit, et puis en même temps, cette réalité dont tu viens de parler, qui est celle de la violence que l'on rencontre. En fait, si je réfléchis bien, depuis les Gilets jaunes, il ne se passe pas de mois sans qu'on ait, même à Radio France, des journalistes agressés, cyberharcelés, qui sont sous une pression constante. Je dis ça parce que je m'occupe de sécuriser les missions que l'on fait, et je ne parle pas du journalisme à l'international, où évidemment les journalistes sont des cibles, on le sait, dans beaucoup de pays et sur beaucoup de fronts. Là, je parle des journalistes qui vont sur des manifestations, qui vont suivre des paysans, qui vont sur le terrain, qui se font contester, qui se font bousculer. Encore là, pendant la campagne des municipales, ça a été le cas. On a au moins 2 ou 3 journalistes qui ont été agressés. On n'est pas les seuls. Il y a eu d'ailleurs une tribune, je ne sais pas si vous l'avez vu, pendant cette période de la campagne des municipales, qui a été initiée par l'Alliance de la presse, avec tous les grands titres de la presse, et auquel nous, à Radio France, on s'est associé avec le réseau ici, des journalistes de proximité, pour dire que ça suffit. Enfin, il y a un moment... Mais alors justement, comment traduire ce 9 Français sur 10 qui trouvent que le journalisme est utile ? Mais alors pour les journalistes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pascal, ça veut dire qu'il y a des problèmes vis-à-vis du regard qu'on a envers les journalistes. Je ne sais pas répondre à la question chiffrée. Parmi les 1 sur 10, ceux qui ne nous aiment pas l'expriment de manière de plus en plus violente. Donc je ne vois pas de contradiction entre ce chiffre et le vécu décrit par Éric, et on fait le même constat à France Télé, à la rédaction nationale aussi, en particulier sur le cyberharcèlement et sur, bien sûr, les violences physiques exercées lors d'événements collectifs, comme des manifestations ou autres. Qui nous aurait dit, à Amaury ou à moi, quand on a commencé nos carrières, qu'un jour, on commanderait des gardes du corps pour protéger nos équipes dans des manifs? Et si on m'avait dit ça quand je suis sorti de l'école de journalisme, il y a déjà bien longtemps maintenant, jamais j'aurais cru ça. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, c'est une ligne budgétaire. Voilà. Pas dans toutes les manifs, bien sûr, mais on essaye d'identifier ce qui est à risque, ce qui ne l'est pas. C'est dingue. C'est dingue. Mais il y en a d'autres. Mais je pense que pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a une dégradation générale de la perception du journalisme et même des journalistes. Je pense simplement qu'il y a
une dégradation du comportement des gens les plus hostiles, qui n'utilisent plus des mots, mais hélas, de la violence physique et verbale. Voilà. Amaury, chez vous, chez France 24, évidemment, le terrain de jeu, il est à l'international. Et là, effectivement, c'est compliqué sur le terrain, puisque le terrain est dangereux. Par définition, il est dangereux. Mais par définition, on va sur ces terrains-là parce qu'on va là où il se passe évidemment des choses. Et donc, mais que ça soit à l'autre bout du monde ou au coin de la rue, je veux dire, bon, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de le dire. En tant que journaliste, on va sur les événements où il se passe des choses et où on est susceptible de rencontrer des gens qui ne nous aiment pas, effectivement, et qui expriment ces désaccords ou cette opposition de façon de plus en plus violente. Moi, ce que je trouve de très positif, c'est que l'étude, elle met aussi en relief peut-être une majorité silencieuse, ou enfin des choses qui se passent dans la majorité des foyers, dans la majorité des familles, dans l'intimité des salons, et des gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, qui lisent les journaux, et qui apprécient ce travail-là, et qui ne vont pas l'exprimer autrement qu'en étant fidèles à un ou plusieurs médias. Et ça, je trouve ça quand même... La digue, elle tient. C'est ça qui est positif. Donc, on a 9 Français sur 10 qui estiment que le journalisme est un métier utile. Un signal plus inquiétant, c'est que pour de plus en plus de Français, 77% des interrogés, il y a une confusion. Je parle des sites d'information. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour 77% des sondés de reconnaître un site fiable par rapport à un site qui ne l'est pas. Comment on répond à ce problème-là ? Vous, médias, par exemple à Ouest France, comment vous faites justement pour expliquer à ceux qui viennent consulter votre site internet que c'est bien fiable, c'est bien Ouest France? On est obligé de plus en plus de l'expliquer. C'est ça qui est intéressant. Donc ça veut dire qu'on va écrire qui nous sommes, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on est une association, on va dire comment on travaille, on va dire comment le journaliste a travaillé sur ce sujet. Il y a de plus en plus de coulisses de l'info pour expliquer comment on a travaillé sur ce sujet, pour quelles raisons. Là, on termine en ce moment des ateliers éditoriaux à la rédaction, et c'est très intéressant parce qu'un des éléments qui remonte, c'est qu'on aille encore plus loin dans cette explication. Même après chaque papier, on pourrait expliquer pourquoi on a choisi cet angle, dans quelles conditions on l'a réalisé, pour que chacun comprenne que c'est un métier informé et qu'il y a des règles et que nous les suivons au quotidien. Donc on est en train de formaliser ça presque sur chaque information, d'expliquer comment on l'a réalisé. Parce que cette traçabilité, elle est indispensable et c'est elle qui construit la confiance, évidemment. Il faut expliquer comment on a travaillé pour pouvoir ramener la confiance, pour retisser le lien ? En tout cas, pour maintenir la confiance dans nos marques. On appartient tous à des groupes de médias qui ont la chance d'avoir des marques très fortes, très identifiées, et qui apparaissent comme des bannières dans la jungle de l'information numérique. Donc, quand les gens voient France 2, France Info, France 24, il y a un taux de confiance qui est très important et qui se maintient et qui voire progresse certaines années. Il y a d'autres baromètres que le baromètre Via Voice. Donc, et on voit ça dans ces baromètres-là. Sauf que ça ne va pas de soi. Exactement comme Laetitia l'a dit, ça ne va pas de soi, il faut maintenir ça, voire le renforcer. Le dialogue avec l'audience est un des points, la réponse aux critiques par exemple, pas une réponse de communication, de plaidoyer, d'affirmation, non, de l'écoute, de la reconnaissance des erreurs et des moyens de s'améliorer, etc. D'une vraie écoute, pas un pseudo-dialogue. Et il faut faire ça, il faut convaincre les journalistes dans nos rédactions que c'est important de le faire. Et ça ne fait pas forcément consensus. Donc c'est tout un chantier, c'est tout un travail. Mais oui, bien sûr, c'est la transparence qui maintient la confiance dans la marque, c'est une évidence. Il est important, c'est ce que vous avez dit Pascal, il y a une phrase qui est importante, c'est reconnaître quand on a fait des erreurs. Il faut le faire à chaque fois. Éric Kervellec, vous le faites aussi à Amaury chez France 24. Allez-y tous les deux. Quand il y a une erreur, il faut la reconnaître parce que c'est comme ça qu'on maintient la confiance. Le plus vite possible, oui. Oui, ça c'est une évidence, mais ce travail sur la transparence et le fait de reconnaître cette erreur, c'est évident. Pour rebondir sur ce qu'il disait Pascal et sur la puissance des marques de nos différents médias, c'est vraiment un travail sur la réputation et c'est aussi le fait d'occuper un terrain. Et on voit que ce travail y paye quand même, que ça soit le maillage de rédaction locale pour un média comme Ouest France, nous à France 24, c'est des correspondants partout dans le monde. C'est aussi le fait de faire un énorme travail, c'est beaucoup plus technique sur la distribution, sur le fait
fait d'accéder, de toucher les gens. France 24, on a une politique, par exemple, de distribution de tous nos contenus sur quasiment toutes les plateformes et tous les réseaux, sans discrimination, parce qu'on se dit que voilà, il faut que la marque soit diffusée le plus largement possible pour qu'elle soit identifiée dans cette jungle, dans ce tsunami de médias plus ou moins fiables, pour qu'elle soit reconnue, parce que à chaque fois qu'un internaute va se connecter, il va nous trouver. Eric ? Oui, il faut reconnaître les erreurs, mais il faut surtout en commettre le moins possible. Donc, et ça, c'est quand la même pas base. facile. Et ça demande d'énormes moyens. Les choses vont très très vite dans le marché de l'information. Il faut produire très vite, de plus en plus vite. Et il faut à chaque fois se poser la question, est-ce que là, on risque pas de faire une bêtise qui nous fera reculer de 10 mètres dans ce combat qu'on a au quotidien. Donc ça veut dire d'énormes moyens et qu'on met en place malgré des économies contraintes, hein, comme on le sait. Et on parlera peut-être tout à l'heure de l'audiovisuel public. Nous, par exemple, à Radio France, on a mis en place une agence interne il y a une vingtaine de journalistes dont le métier est de vérifier tout ce qui existe dans le champ de l'information et de le redispatcher sur l'ensemble des chaînes, que ce soit Inter, Info, Culture, tout le réseau ici, etc., pour qu'on soit homogène et que, encore une fois, on laisse le moins de place possible à l'erreur, avec des infos qui viennent de l'extérieur ou qui sont produites par nous-mêmes, par les 800 et quelques journalistes de Radio France à travers le monde. Mais donc, pour tenir ce rang, effectivement, il faut se donner des moyens aussi. C'est pour ça que je trouve la question sur la gratuité de Justement, l'information l'une des plus inquiétante du baromètre. Parce C'est important. Une information fiable, de qualité, Oui. ça coûte de l'argent. Alors, nous, on est médias de service public, donc ce coût-là, il est différent parce que les gens n'en ont pas forcément conscience. Ils y participent, évidemment, mais ils n'en ont pas forcément conscience. C'est vrai qu'à l'affirmation, Mais c'est essentiel. une information de qualité se paie, elle n'est pas gratuite, seuls 35% des interrogés sont d'accord avec ça. Ça, c'est Alors inquiétant. après, il y a par exemple en Suisse, il y a eu une votation très récemment sur la redevance et sur le financement de l'audiovisuel public où les citoyens ont dû se prononcer sur le fait de payer quelque chose. Et confrontés au pied de ce mur-là et confrontés à cet échelon-là, les 2/3 des votants ont dit oui, il faut continuer à payer. Donc ils ont quand même réalisé que les contenus auxquels ils avaient accès tous les jours, que ce soit de l'information, de la culture, du sport, ça avait un coût. Ils sortaient cette somme tous les mois de leur portefeuille, mais ils l'ont peut-être réalisé. Pour nous, c'est un peu plus difficile, mais c'est un point essentiel. Surtout quand on part à l'étranger. Et Pascal, dans un média effectivement audiovisuel, le reportage coûte cher. Et ça, il faut le rappeler. Oui, ça coûte beaucoup d'argent. Le maintien d'un réseau de correspondants coûte beaucoup d'argent. C'est le seul moyen d'exercer un regard indépendant, français et européen sur toute l'actualité du monde. Et effectivement, il faut que le public prenne conscience que tout ça a un coût et que le coût qu'il paye actuellement met le service public audiovisuel au 14e rang au sein de l'Union européenne, que l'offre accessible grâce à l'argent payé par les Français indirectement est énorme. Radio France, France 24, Arte, France Télévisions, et également tous les services que l'INA apporte à la nation, l'Institut national de l'audiovisuel. Donc il faut prendre conscience de deux choses. Oui, l'information, c'est pas gratuit. Deux, l'information de service public ne coûte pas si cher que ça. Voilà, vous voyez très bien à quoi je fais allusion. On parlait tout à l'heure de l'importance évidemment d'éviter de faire des erreurs pour garder la confiance de ceux qui nous lisent, qui nous regardent et qui nous écoutent. Une indication dans le baromètre sur les fake news qui pullulent grâce aux réseaux sociaux notamment, ce qui a fait que vous tous, tous les grands médias ont décidé de mettre en place des cellules de fact-checking. Eh bien, pour les Français qui ont été interrogés dans l'étude, c'est une bonne chose, car c'est une garantie essentielle pour lutter contre la désinformation. Le fact-checking pour recréer la confiance, ok, mais pour 1/3 des Français, c'est un outil, le fact-checking, qui peut parfois limiter la liberté d'expression. Ça, c'est la grande contradiction qui est la nôtre aujourd'hui. La maxime « les opinions sont libres, les faits sont sacrés », qui date de 1929, pardon, elle est d'actualité de manière très forte. Mais alors, il y a quelque chose de très troublant, c'est que nos lecteurs, internautes, ils nous demandent du factuel,
de l'équilibre, de bien distinguer le factuel de l'opinion. Très bien, ça nous va, c'est comme ça qu'on fait notre travail. De manière anecdotique, on vient de changer la maquette de Ouest France. Nos lecteurs, dans les tables rondes, ils nous ont demandé d'écrire dans une typographie le factuel et dans une autre l'opinion. C'est quand même très marquant dans cette perception. Et donc, c'est très bien, séparons les faits de l'opinion, on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est quand l'opinion qui est présentée n'est pas la mienne, c'est là que ça devient compliqué. Et donc, il y a une espèce de contradiction entre oui, je veux lire du débat, etc., mais quand est exposé un contenu qui n'est pas dans ma sphère d'opinion, c'est là que ça coince. Donc on a un petit souci de débat peut-être. Juste, Amaury, vous dites que le fact-checking aujourd'hui n'est plus suffisant. Il faut aller plus loin. Non, malheureusement, il est plus suffisant. Alors déjà parce qu'on n'a pas réussi à dépasser un écueil qui est intrinsèque au fact-checking, c'est de le cantonner à des formats dédiés, des rubriques, des rendez-vous, des émissions, on fait que ça. Et on a essayé de faire du fact-checking dans des débats politiques, ça ne marche pas, ou dans d'autres émissions, alors que je pense qu'il y a des attentes quand même là-dessus, mais c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Après oui, moi je pense que le fait aujourd'hui de dire c'est vrai ou c'est faux, il faut évidemment continuer à le faire. Ça ne suffit pas parce que le tsunami de l'intelligence artificielle, et je crois que c'était le sujet d'une table ronde précédente, fait que le rapport au réel est totalement perturbé, totalement faussé. Et ça, c'est un vrai défi pour nous, de répondre à ce trouble des audiences, de dire ceci est réel. C'est pas seulement vrai ou faux, mais c'est réel. Et comment on le dit, comment on le fait. On va passer à la deuxième partie des résultats du sondage, parce qu'effectivement, le sondage Via Voice, c'est très complet. Donc, je redonne la parole à Adrien Broche. Merci pour ce focus. Vous savez, chaque année, on réalise au sein de ce baromètre une partie qui entre en résonance directe avec la thématique de l'année. On a posé cette question à notre échantillon de Français. Ces derniers mois, avez-vous le sentiment d'être plus, autant ou moins confrontés à des informations fausses ou trompeuses qu'auparavant? Vous avez la moitié des Français, un Français sur deux, qui déclarent être aujourd'hui plus exposés, plus souvent confrontés à des informations fausses ou trompeuses. Plus vous avancez générationnellement dans la pyramide, ou en tout cas la segmentation des âges, plus cette exposition elle est déclarée. Vous avez 20 points d'écart entre les 18-24 ans et les 65 ans et plus. 41% des Français estiment l'être autant qu'avant. Et en gros, vous avez 4%, c'est-à-dire une infime minorité de Français qui estiment être moins souvent confrontés à des informations fausses ou trompeuses qu'auparavant. Alors c'était le sujet justement d'une des conférences précédentes, cette question de l'imagerie, des photographies, des vidéos, des extraits audio, des voix et des sons. Et on a posé aux Français cette question pour chacune de ces plateformes, photo, vidéo ou son. Est-ce que vous avez moins confiance, ni plus ni moins, ou davantage confiance dans le travail des... alors même pas d'ailleurs dans le travail des journalistes, mais dans l'élément directement, dans la photo. Alors il y a deux éléments qu'il faut retenir, je crois, de cette question-là. Le premier élément, c'est la place du rouge. Vous voyez des niveaux massifs de déficit de confiance. Pour les photos non relayées par un média, vous avez 63% des Français qui déclarent avoir moins confiance dans ces photographies non relayées. Les vidéos, c'est 62, 57 pour les extraits sonores. Bon, c'est des chiffres qui... dans la période qu'on vit depuis maintenant quelques mois, quelques semaines, on est déjà quasiment habitué à ce nouveau régime d'information et de relais de photographies, vidéos ou de sons un peu moins identifiables. Mais évidemment, c'est absolument vertigineux si on se replace dans un temps un petit peu plus long. Et 47%, vous le voyez, des Français disent avoir moins confiance dans les photographies, même quand elles sont relayées par un média. 46% pour les vidéos, 43% pour les extraits sonores. Le deuxième élément, malgré tout important, je crois qu'il faut souligner ici, et c'est évidemment en résonance avec le baromètre sur le journalisme, c'est l'impact précisément qu'ont quand même et que conservent les médias, qui font baisser, alors évidemment pas dans les proportions qu'on aimerait voir, mais qui font baisser le niveau de défiance. Vous le voyez systématiquement, de 63 à 47, de 62 à 46. On a en gros entre 15 à 20 points de différence, c'est-à-dire que le journalisme, et c'est aussi pour ça que les Français lui renouvellent leur confiance, reste quand même un levier
pas forcément pour réinstaurer de la confiance encore, en tout cas pour juguler, pour canaliser un petit peu cette défiance. Alors une question évidemment très importante aussi qu'on n'a pas pu éviter de poser dans le climat que l'on connaît. Selon vous, les médias de service public, est-ce qu'ils sont indispensables, importants mais pas indispensables, ou est-ce qu'ils nuisent au bon fonctionnement de la démocratie? 39% des Français estiment qu'ils sont indispensables, ça fait 4 Français sur 10. 36% lui accordent leur confiance à ces médias de service public pour participer au bon fonctionnement de la démocratie, tout en estimant qu'ils ne sont pas indispensables. Réponse un petit peu moyenne. Et puis 15% des Français sont extrêmement critiques et estiment qu'ils nuisent au bon fonctionnement de la démocratie. Ça fait quand même, et là je crois qu'il faut insister sur ce chiffre, dans le climat dans lequel on est encore aujourd'hui, ça fait 3 Français sur 4 aujourd'hui qui estiment que les médias de service public sont importants pour le bon fonctionnement de la démocratie en France. Alors quelques affirmations ici auxquelles on a voulu, ce que l'on a voulu soumettre aux Français. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune d'entre elles? Il est indispensable de consulter des médias aux orientations différentes pour se faire son propre avis. 8 Français sur 10 s'y retrouvent bien. En revanche, vous le voyez, lorsqu'on leur demande « je consulte des médias aux orientations différentes afin de me faire mon propre avis », vous n'avez que 19% des Français, c'est la réponse en bleu foncé, qui s'estiment tout à fait d'accord avec cette affirmation. C'est en gros la proportion de Français, quand on la compare à d'autres baromètres qui ont pu être faits. 19%, à peu près 20% des Français aujourd'hui, ce sont ceux qui consultent très régulièrement, c'est-à-dire c'est dans leur pratique informationnelle, culturelle, individuelle, de consulter systématiquement des orientations et des médias aux orientations différentes afin de se faire leur propre avis. Et puis enfin, la dernière affirmation, quand je consulte des médias, je cherche à conforter mes opinions et à étayer mes convictions. Vous avez tout de même 6 Français sur 10 aussi qui s'y retrouvent bien. Donc deux éléments ici. Un premier élément entre un attachement, j'allais dire, théorique à une norme démocratique qui est aujourd'hui plutôt bien intériorisée. C'est la première affirmation. Il est globalement indispensable de consulter des médias pour se faire son propre avis. Ça, c'est très majoritaire dans l'opinion. En revanche, dans la pratique, c'est moins facile. Et puis un deuxième niveau aussi, je pense, de lecture de cette question, mais je serais très curieux aussi d'avoir l'avis, évidemment, des partenaires, c'est l'absence de contradiction dans le fait de se confronter et de rechercher une pluralité d'informations tout en ne souhaitant pas forcément remettre en question ses opinions. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, et je crois que c'est un des enseignements aussi de l'étude, consulter différents médias, consulter différentes sources d'informations aux orientations différentes, mais non pas pour défaire vos convictions, mais précisément pour les renforcer. Avoir différentes grilles de lecture de ces opinions, pouvoir contre-argumenter peut-être aussi de manière plus simple vis-à-vis de personnes qui vous opposeront un avis différent. Donc c'est, je crois, cette dialectique un petit peu particulière aussi qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'opinion. J'avance très vite pour qu'on ne perde pas trop de temps. Des éléments qui sont aussi assez encourageants. Je trouve ici, on a demandé aux Français pour chacune des actualités suivantes, est-ce que le travail des journalistes a correctement permis de distinguer les faits avérés de ce qui relève des opinions ou des affirmations contestées? L'entrée en guerre des États-Unis en Iran, on est en plein dedans. 60% des Français ont trouvé et saluent en tout cas le travail des journalistes pour distinguer le vrai du faux ici. Les propos et les agissements de Donald Trump, c'est la même proportion, 58%. L'affaire Jeffrey Epstein, c'est 57%. Et 49% pour la mort de Quentin Derenc. Et puis, dernière slide pour cette édition et cette 10e édition du baromètre. Et selon vous, le rôle des journalistes pour distinguer le vrai du faux, est-ce qu'il est indispensable? C'est 72% des Français qui répondent cela. 20% estiment qu'il est important mais pas indispensable. On retombe autour de 9 Français sur 10 qui réaffirment leur soutien au journalisme. Je crois que le premier enseignement de la partie qu'on a évoquée juste avant, c'était la question de l'utilité. Une utilité, un baromètre sur l'utilité qui, là aussi, trouve une résonance très particulière. Le journalisme est utile théoriquement, mais il était aussi utile pour se faire un avis, pour avoir des leviers d'action. Je crois qu'une autre information ici, c'est que les journalistes et le travail du journalisme aujourd'hui, c'est aussi un travail d'accompagnement pour la transformation, pour l'interprétation du réel, par-delà simplement le fait de relayer et d'apporter des informations. Je crois que c'est un élément important de ce baromètre et de cette 10e édition. Merci beaucoup, Adrien Broche, directeur d'études chez Via Voice. Je profite, je rebondis sur cette dernière slide, sur le rôle indispensable des journalistes pour distinguer le vrai du faux, une mission qui est de plus en plus difficile avec l'arrivée de l'intelligence artificielle.
Oui, évidemment, avec une rapidité de diffusion d'informations faussées, donc une nécessité de passer du temps pour retrouver le vrai du faux. Mais ce qu'on vient de dire sur l'étude est intéressant parce que ça a un impact sur le métier de journaliste. La réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire que un journaliste dont le travail, c'est de chercher de l'information et de la mettre à disposition du public, aujourd'hui, une part de son temps éditorial, il est dédié à démêler du vrai, du faux, de contenus qui sont publiés sur des supports qui n'ont aucune responsabilité éditoriale et qui, très rarement, vont faire l'objet de sanctions pour avoir diffusé des fausses nouvelles. C'est quand même un changement très très fort de la pratique journalistique et je crois qu'il faut qu'on l'entende parce que les faits dans notre métier, comment on relaie des faits si en étant sur le terrain, on le disait tout à l'heure, pour constater des faits. Et là, on a toute une masse d'infos qui nous arrivent dessus et qui nous prend du temps et encore une fois, qui sont diffusées par des gens qui n'ont aucune responsabilité éditoriale. C'est quand même un souci. Pascal ? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit. C'est exactement ça. Moi, je m'attends à ce que les effectifs de vérificateurs qui portent différents noms, c'est des équipes qu'on a dédiées, qui vérifient beaucoup les images chez nous, évidemment, par définition, mais aussi les infos, en plus de ce que les journalistes spécialisés vérifient eux-mêmes aussi, comme ils l'ont toujours fait, bien entendu. Je m'attends à ce que ces effectifs doublent ou triplent dans les années qui viennent, et pas dans un futur lointain, dans un futur très proche. Oui, on va devoir vérifier de plus en plus ce que des entités désinformatrices produisent et ce que des machines produisent. C'est pas propre aux médias, hein. Même dans les entreprises qui font tout autre chose, il y aura des gens dont le métier sera toute leur vie vraisemblablement dédié au fait de vérifier si la machine a calculé correctement le dessin du train pour qu'il aille plus vite et qu'il ne déraille pas, l'avion et aussi l'information. Je pense que c'est ce que nous impose aujourd'hui l'évolution technologique et le rapport à la vérité. Ce qui rend d'ailleurs le thème de ces assises particulièrement bien vu. Éric Kervélec ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit aussi. Formidable. C'est bien, vous êtes raccord, le service public. C'est bien. Moi je pense qu'on va en prendre vraiment conscience de ce tsunami qu'on décrit les uns et les autres là dans l'année qui vient. Parce qu'on rentre dans une phase présidentielle, enfin de campagne présidentielle, qui va aiguiser les choses forcément, qui va surtout faire déferler sur le monde de l'info des tas de gens qui vont tenter des ingérences diverses, qui viennent souvent de l'étranger. Donc on observe que ça croît de plus en plus. Je vous fais une confidence, hier on avait en interne à Radio France un séminaire pour préparer les présidentielles là, et il y avait le patron de Viginum qui est une agence qui en France a été créée pour justement essayer de faire en sorte que les ingérences étrangères qui essaient de manipuler la vie politique, enfin la vie en France même tout court, ne pénètrent pas dans le débat social. Enfin voilà. Bon, ils comptent beaucoup sur nous journalistes. Hein. Oui. Parce que en fait, c'est nous qui sommes en capacité effectivement d'arrêter au maximum les choses. Mais enfin, vu on voit bien le torrent. Voilà. Le torrent de fausses informations, de fausses images. Dans le courant, hein, bien solide les uns les autres. Il y a une information particulière dans le baromètre qui a retenu mon attention et j'imagine la vôtre aussi. Adrien l'a souligné, si les Français attendent que les journalistes fassent leur job de base, à savoir vérifier une information, délivrer une information fiable, il y a une autre mission qui leur est demandée dans le baromètre, une autre attente, c'est aider à se faire une opinion, aider à se faire un avis, une opinion, une aide à la décision. Comment, en tant que journaliste, on répond à ça, à cette demande-là particulière ? Juste un mot, moi je dis juste pluralisme des opinions sur nos antennes, en ce qui me concerne de toutes les chaînes, c'est-à-dire donner à entendre effectivement, et même si ça ne plaît pas toujours, on le voit, hein, mais des avis qui ne sont pas les siens, et pour éclairer un sujet, etc. C'est ça le pluralisme, le vrai pluralisme. D'ailleurs, pour le coup, nous, audiovisuel public, on est tenu à un certain nombre de règles en la matière, hein, puisque l'ARCOM, qui est le gendarme de l'audiovisuel, nous impose des règles. On va de plus en plus vers un regard sur le pluralisme au sens large, pas que du temps de parole politique, mais aussi sur les sujets, sur les expertises qui sont apportées sur tel ou tel sujet, etc. Mais est-ce que cette demande-là particulière des Français, elle légitime l'apparition des médias d'opinion ?
parce qu'au fond, on se dit, ils sont en demande. Donc, est-ce que quand on voit, par exemple, pour ne citer la plus simple, CNews, voilà, sa création, du moins ce virage de CNews est légitimé parce qu'il y a une opinion une opinion publique, une partie de cette opinion publique qui la demande. Je pense qu'il y a deux mouvements. Il y a effectivement, mais ça, c'est l'époque qui veut ça, c'est-à-dire une polarisation et la recherche de beaucoup de gens d'aller dans des biais cognitifs ou d'être pas en confrontation avec des idées contraires, mais plutôt aller dans son sens. Parallèlement, à contrario, une vraie demande de décryptage, de mise en perspective, de compréhension. Voilà. Et ça, on le voit à notre niveau dans les émissions ou les formats qu'on produit qui vont dans ce sens-là. C'est souvent des émissions qui marchent très bien, beaucoup plus que des formats qui vont juste faire affronter des opinions. Et voilà. Je pense que cette violence des affrontements, comme on peut le voir peut-être chez certains, mais qui vont que dans un sens, mais ça fatigue aussi beaucoup les gens, et qu'ils ont aussi besoin, à certains moments de la vie politique, de la vie internationale, quand il y a des grosses actualités, d'avoir simplement des explications et du décryptage. Et ça marche très très bien. Mais quand vous voyez que 6 Français sur 10 reconnaissent s'informer aussi pour conforter leurs propres convictions, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est joué d'avance ? Non, pas forcément. En tout cas, c'est à rapprocher. Le chiffre que vous venez de citer, il est à rapprocher du chiffre sur le fact-checking. C'est là que vous trouvez l'explication de ce score sur le fact-checking, en disant que ça peut être un tiers, je crois, des gens, même si c'est en baisse, qui disent ça empêche le débat d'opinion, c'est un danger pour la démocratie, le fact-checking, etc. Ce sont les mêmes que ceux qui regardent des médias en priorité pour conforter leurs propres opinions. Pas tous, heureusement, puisqu'on est sur des plus grosses proportions. Mais c'est ça qu'il faut voir. À mon avis, c'est une sorte de mal nécessaire, en tout cas quelque chose d'incontournable contre lequel on ne pourra pas lutter. La seule réponse qu'on peut apporter, c'est évidemment le pluralisme politique. Il est garanti par la loi, par l'ARCOM, comme vous le savez, et le pluralisme élargi, c'est-à-dire le pluralisme des opinions, et là ça ne concerne que le service public pour le compte, qui est appelé à être mesuré un jour. Je souhaite bon courage à l'ARCOM pour établir les critères pour l'établir, mais enfin il cherche à le faire en tout cas, et c'est le sens de l'histoire. Ce ne sera pas sans contrainte, mais c'est le sens de l'histoire. C'est le seul moyen, mais à mon avis, on connaîtra tous dans notre fin de carrière une aggravation de ce phénomène, je pense. Je ne vois pas comment on peut lutter contre. On peut voir de manière un peu angéliste ou angélique l'avènement de chaînes d'opinion comme quelque chose de bien, qui fasse émerger justement le conseil pour que les gens se fassent une opinion. Oui, ce serait un raisonnement valable s'il s'agissait de chaînes d'opinion au pluriel. Le problème, c'est que c'est pas ça qu'on voit. On voit des chaînes d'opinion au singulier, et en l'occurrence surtout une chaîne d'opinion. C'est un contexte qui est complexe pour des titres qui ont choisi une ligne éditoriale d'explication, une ligne éditoriale de factualisation. Donc aujourd'hui, faire du factuel, c'est super exigeant, c'est très très exigeant. Et le lecteur, en tout cas le nôtre, je parle du nôtre, il va venir sur quelque chose, mais une toute petite chose, le petit adverbe de trop, le petit qui emmène le factuel vers autre chose que ce qu'il est. Et donc ça veut dire que dans la pratique journalistique, c'est vraiment très très exigeant. Et je pense que, alors je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une place pour l'information de contradictions, factualisées, etc., qui sort du débat d'opinion. Alors, je suis peut-être une grande optimiste, mais je crois qu'il y a cette place parce que cette polarisation croissante, cette confrontation, parce qu'on est quand même dans des confrontations de débats idéologiques très fortes, il y a je crois, une majorité silencieuse qui est fatiguée de ça. Et de toute façon, il faut lire la Fondation Jean Jaurès, un Français sur 2 est fatigué de l'information. Donc peut-être qu'on a un rôle à jouer pour justement que cette fatigue, elle diminue par quelque chose qui soit, ce qu'on fait tous, factuellement, un journalisme un peu de responsabilité autour de ce contexte. On sort d'une séquence électorale, les municipales, mais une autre importante, très importante va s'ouvrir, la présidentielle. Adrien n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a quand même la slide parce que c'est important de l'aborder ici avec les médias qui sont représentés. Quand on demande aux Français leur opinion sur les sondages d'intention de vote, 45% des sondés
considèrent qu'ils polluent le débat public et écartent les discussions de fond. Vous qui représentez les rédactions, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne veux pas priver Ouest France de la parole, mais Ouest France a une position très particulière sur la question, donc je pense que tu vas avoir l'occasion de l'exposer. En fait, nous, à France Télé, on n'est pas loin d'être d'accord avec ça, en fait. On a passé d'ores et déjà des consignes, renouvelées d'ailleurs, de modération sur le nombre de sondages d'opinion. Il se trouve que cette fois-ci, c'est-à-dire quand je dis cette fois-ci, c'est pour les municipales et pour la présidentielle, nous n'en avons pas commandé. Je crois que c'est la première fois depuis des années. L'économie joue un rôle là-dedans. Hein. Ce n'est pas que pour des histoires de principe. Hein. Mais voilà, on n'en a pas commandé. On a demandé aux équipes de ne pas en abuser, en particulier France Info, qui, en tant que chaîne d'information, est la plus susceptible d'en utiliser beaucoup. On en utilisera quand même beaucoup, on en commentera beaucoup, bien entendu, mais certainement moins qu'à la présidentielle précédente. Il faut savoir d'ailleurs que le nombre global de sondages commandés par les médias a baissé entre la dernière présidentielle et celle d'avant. Et c'est la première fois que ça baissait, même s'il n'y a pas eu de primaire. Enfin, on peut ergoter sur le chiffre, mais disons que ça baisse globalement. Donc nous, c'est modération, d'une part, et d'autre part, c'est la nature du traitement du sondage. Parce que souvent on tape sur les sondeurs, sur la méthodologie, sur les choses, mais on oublie un peu de taper sur la manière dont les médias utilisent le sondage. Et ça, c'est pas la faute des sondeurs. Donc nous, par exemple, on impose une phrase désormais. Oui. J'espère que je vais être suivi, parce que parfois, la discipline n'est pas toujours au rendez-vous. Mais enfin, on va essayer d'être le plus suivi possible. Un sondage est une photographie, virgule, pas une prévision. Point. Il comporte une marge d'erreur. Moi, mon rêve, c'est qu'à France Télé, et peut-être ailleurs, cette phrase devienne aussi courante qu'à consommer avec modération ou plus marginalement manger 5 fruits et légumes par jour. D'accord. Bon, alors, chez France Télévisions, comme chez Radio France, on a recours au sondage. Oui, alors, mais on est à peu près alignés, et notamment parce qu'on travaille ensemble sur cette question, il faut le dire. On a un partenaire commun, donc, parce que l'audiovisuel s'organise, il faut le dire quand même. On est sur cette ligne-là. Par exemple, on ne fait pas de sondage maintenant. Vous en avez déjà vu là, en ce moment des sondages sur la présidentielle, machin contre truc, ça va donner ça, etc. Nous, on s'y refuse pour une raison simple, c'est qu'on ne sait pas qui sera en lice. On ne les a pas, les candidats. Oui, là. On en a quelques-uns. Mais ça peut changer. Et dans l'année qui vient, ça va se déterminer. Ça rime à quoi de faire une photographie, pour reprendre l'expression que tu viens de donner, qui est floue, en fait. Donc ça ne rime à rien. Donc on ne le fait pas là. On le fera avec parcimonie quand on jugera que c'est opportun et que ça a du sens. Et c'est là que Ouest France se distingue, parce que chez Ouest France, il y a une politique assez claire concernant les sondages. Oui, alors c'est une position qu'on a prise lors de la dernière présidentielle. Alors que ce soit clair, Ouest France ne dit pas que les sondages sont faux, sont inutiles, etc. Pas du tout. Ce qu'on a constaté lors de la dernière présidentielle, c'est que le temps de commentaire des sondages d'opinion, où on en était parfois à 2 ou 3 par jour, de manière permanente, c'était un temps journalistique qui, ne nous paraissait pas utile. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous permettait pas d'aller sur autre chose. Et une présidentielle, c'est pas... alors c'est l'expression qu'a utilisée mon directeur de publication, donc je la reprends, mais il dit c'est pas une course de petits chevaux. Bah non, c'est pas une course de petits chevaux, c'est des gens qui portent des projets avec lesquels on est d'accord ou pas. Et donc on s'est dit là, il faut qu'on arrête, faut pas qu'on suive ça, parce que c'est pas ça qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire, c'est d'essayer de faire du décryptage pour revenir sur ce qu'on disait. Et donc on peut pas s'éparpiller. Donc notre décision, elle est vraiment liée à ça. Elle est sur les sondages d'opinion de vote. Très régulièrement, on relaie des sondages sur la vie quotidienne, etc. C'est vraiment sur l'aspect... C'est-à-dire que même à un mois de la présidentielle, du premier tour, il y aura 0 sondage dans Ouest France. Non, d'ailleurs, ça a été le cas la dernière fois. Alors, on a eu... Donc, c'est une position qu'on a réussi à tenir pour les présidentielles assez facilement. Au moment des municipales, il s'est passé des petites choses intéressantes, très, très différentes. Des candidats qui commandaient des sondages dans des villes moyennes, pas des grandes villes, donc sur 400, 500 personnes, et qui, du coup, les utilisaient pour en faire un fait de campagne. Et c'est là que ça devient plus compliqué, parce qu'évidemment, quand c'est un fait de campagne, il faut quand même qu'on puisse expliquer aux lecteurs pourquoi ça prend une proportion. Mais non, oui, il y aura pas. On va rester sur cette position pour la prochaine présidentielle.
Merci Laetitia. Je profite de la présence de 3 représentants du service public audiovisuel pour finir sur cette dernière question qui a été posée aux Français dans le sondage Via Voice et qui va vous faire réagir. Selon vous, les médias du service public sont indispensables donc pour 39% d'entre eux et nuisent carrément au bon fonctionnement de la démocratie pour 15% des sondés. Amaury Guibert, votre réaction? Alors, moi, c'est moins sur ce dernier chiffre, parce que je pense qu'il y aura toujours un noyau d'irréductibles porteurs du service public. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le chiffre, je crois qu'il est de 40%, qui juge que c'est important, mais pas indispensable. Et c'est le pas indispensable qui est fondamental. C'est la catégorie du milieu, effectivement. Parce que voilà, c'est important, mais bon, le jour où ça sera plus là, on le regrettera peut-être. Oui, c'était bien avant, mais ce pas indispensable, je le trouve assez inquiétant. Après, je citais l'exemple de la Suisse tout à l'heure, qui est quand même passé par 2 votations. Ils ont gagné à chaque fois, mais 2 fois, ils ont quand même eu le pistolet sur la tempe. Et voilà, c'était vraiment pour eux une question de vie ou de mort. Donc, ils ont dû défendre leur travail pied à pied, l'expliquer. Et par 2 fois, les électeurs ont rejeté ces propositions. Donc, c'est des mouvements aussi que je trouve positifs. Mais en France, vous voyez bien le débat actuel, et surtout avec la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Vous voyez, on sort le chiffre de 4 milliards d'euros qui coûte cher donc au budget de l'État. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux Français qui se disent « Bon, un service public de l'audiovisuel, c'est pas indispensable, hein, on peut s'en passer, on a besoin d'argent autre part ». Je pense, je vais laisser répondre. Je pense que pendant les quelques mois que ça a duré, je suis d'un naturel assez optimiste et je vois souvent plutôt le verre à moitié plein, qu'on a eu quand même des dizaines et des centaines d'occasions de montrer en quoi c'était utile et combien, Pascal le disait tout à l'heure, ça coûte pas très cher. Je ne sais plus le chiffre pour France Télévisions, pour France Média Monde, c'est-à-dire France 24, RFI et MCD, c'est 30 centimes par mois et par Français. C'est $1. Voilà. Et ça permet quand même d'avoir un audiovisuel public extérieur et de toucher des publics et des audiences partout dans le monde. Pascal ? Peut-être faudra-t-il... en tout cas, c'est un défi, hein, c'est clair. Voilà, moi, ce que ça m'évoque, ce chiffre, c'est que important mais pas indispensable, c'est un défi. Parce que ça veut dire que c'est des gens que nous pouvons encore convaincre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça des quelques 10% qui considèrent qu'on est un danger. Les 15% qui disent non, pour ça la démocratie et qui, de toute façon, je pense, ne sont plus en contact avec nos contenus, en fait, tout simplement. C'est terrible, mais si on doit les regagner, on les regagnera autrement. En revanche, ce score qui nous a surpris, hein, moi je ne vous cache pas que j'ai été surpris, hein, c'est un défi, il va falloir qu'on convainque. Il va falloir qu'on convainque peut-être aussi que d'autres médias enquêtent sur les pays dans lesquels, les démocraties comparables, dans lesquels il n'y a pas de service public. Est-ce que vraiment les gens sont correctement informés dans des pays dans lesquels les médias sont concentrés entre les mains de quelques milliardaires et qui ne comportent pas de service public? Est-ce qu'on est mieux informé aux États-Unis, je vais être clair, qu'en France? Est-ce qu'on est mieux informé en Inde qu'en France? La réponse est non, et on peut le démontrer. Et on peut le démontrer à travers plusieurs entreprises de désinformation qui ont été très à succès, qui ont très bien marché, hélas. Il va falloir qu'on convainque, c'est un travail de longue haleine. Après, même en interne, il faudra qu'on convainque. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent, au fond, on n'opère pas à cœur ouvert, on ne sauve pas les gens des flammes. Il y a des services publics. C'est-à-dire que vous avez des gens chez France Télévisions qui ne sont pas convaincus de leur mission. C'est pas ça, ils sont convaincus de leur mission, mais ils établissent une hiérarchie entre les services publics. Et peut-être n'ont-ils pas tort, peut-être ont-ils tort, je ne sais pas, mais c'est vrai que l'utilité du service public audiovisuel, ça ne va pas de soi. Et il faut bien qu'on se mette ça dans la tête. C'est un défi qui nous est offert. Il ne faut pas croire que ça va de soi. Surtout à un moment où, effectivement, les finances de la France ne sont pas au beau fixe. Éric Kervélec, pour clôturer. Moi, je m'arrête sur les 15% de rouge là, qui clignotent. Oui. Parce que moi, j'avoue que je suis halluciné que ce soit à ce niveau-là, qu'on soit nuisible. Je trouve ça terrible d'être traité de nuisible. Franchement, c'est peu habituel. 15%, ça me paraît énorme. Alors, est-ce que c'est le travail de SAP pendant 6 mois de la commission d'enquête sur le financement de l'audiovisuel public qui porte ses fruits à cet endroit-là, ses fruits pourris, pardon, mais qui, en tout cas, fait en sorte qu'on arrive à ce chiffre de 15%. Je n'en sais rien. Franchement, ça serait peut-être beaucoup d'honneur à M. Aloncle, par exemple, pour le dire. Je n'en sais rien. Ce qui me rassure et que j'ai vu, qu'on n'a peut-être pas vu, c'est que dans ces 15%, quand on regarde par tranche d'âge, il me semble que dans les très jeunes, on n'est pas à ce niveau-là, quoi. On est à 8%.
Alors, C'est-à-dire qu'il y a des gens les récupérables. 18-24 ans, donc ça me donne quand même un espoir avec la jeunesse et de se dire que tout n'est pas perdu et que, parce qu'on a dit beaucoup de choses ici cet après-midi qui étaient quand même un peu avec un moral dans les chaussettes pour le métier de journaliste. Là, il y a quand même des signes d'espoir aussi. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter ce baromètre 2026, les assises via Voice.